Deuxième partie de l'Africa Newsroom, ils sont toujours avec nous. Ibrahima Silla, politologue, notre éditorialiste Jean-François Kandikombe. Juste avant la pause, nous parlions donc de ce climat incertain qui règne ce soir au Zimbabwe. Donc, Monsieur Silla, vous vouliez intervenir sur ce que disait Jean-François? Oui, parce que Jean-François disait quelque chose de très important tout à l'heure à propos de la contestation qui peut venir de ces sociétés-là et peut-être de la prudence dont nous devons faire preuve par rapport à ces élites africaines, à ce leadership africain. Souvent, on conteste peut-être l'existence, le règne d'un certain nombre de présidents, mais si on regarde bien quelquefois, ils arrivent tant bien que mal à assurer une certaine stabilité dans les pays concernés. Mais je dis qu'en Afrique, ce qui se pose souvent, c'est les successions de crises et les crises de succession liées à la gestion du pouvoir. Parce qu'on a des leaders, quelquefois, pères des indépendances, qui sont tellement bien vus, qui ont contribué à l'indépendance du pays, qui sont de véritables icônes. Et si l'on ne fait pas attention, le problème de leur succession risque de se poser. Et on arrive à quoi? À des types de révolutions. Et on sait pourtant, depuis Gambetta, qu'avec l'élection, il n'y a plus de révolution à tenter. Parce que la révolution, encore une fois, mange ses propres enfants. Et l'Afrique souffre beaucoup de cette incapacité chronique d'assurer la succession au pouvoir. Et parce que, encore une fois, des leaders jaloux de leur pouvoir. Et je peux même dire par rapport à Mugabe, on peut penser un scénario qui consisterait à dire que les militaires sentant la fin de règne de Mugabe s'approcher, cette classe politique, cette sorte d'oligarchie qui peut exister autour du pouvoir, peut s'organiser pour écarter le président à travers un deal politique consistant à lui dire on ne touchera pas à tes intérêts, on va épargner ta famille, on va éviter qu'il y ait le chaos, mais nous, on assure la relève. Ce qui fait qu'on risque d'assister à une perpétuation du pouvoir qui risque finalement de nous éloigner de cette bel âge d'or qui pourrait advenir avec la fin de Mugabe. Est-ce que malgré tout, on ne va pas assister peut-être à la perpétuation, à la continuité d'un système parfaitement bien établi qui risque encore une fois de peser sur le destin du Zimbabwe? On rappelle qu'à l'heure où on parle, à aucun moment les militaires n'ont annoncé qu'ils entendaient renverser le régime. Donc je rappelle une nouvelle fois à la prudence sur tout ce qu'on l'on dit sur ce plateau. Jean-François, sans vouloir spéculer, mais est-ce que d'ores et déjà, on peut dire que quand même, il s'agit d'un passage assez radical dans l'action en ce qui concerne la contestation du régime du président Robert Mugabe? Alors, quelle que soit la situation, demain sera un autre jour au Zimbabwe, même si Mugabe reste. Même dans l'hypothèse où Mugabe reste, ce sera un autre pouvoir, un pouvoir beaucoup plus dur, beaucoup plus armé, si on veut. Mais je voulais rebondir sur ce que vient de dire notre ami Silla. C'est vrai que les hommes politiques, il n'y a pas d'homme politique qui soit un ange. Et partout, les hommes de pouvoir aiment le pouvoir. Ils y vont parce qu'ils aiment le pouvoir, et le pouvoir suppose pour sa perpétuation que, la plupart du temps, c'est ce qui arrive, y compris en Occident, que l'on fasse le désert devant soi et que l'on évite d'avoir des dauphins à tout bout de champ, parce que les dauphins ont pour particularité de vous jeter des pots de banane lorsque vous descendez les escaliers. Et donc, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ailleurs, on a ce phénomène-là. Mais ce qui est particulier en Afrique, c'est que ce qu'on développe ailleurs, c'est-à-dire les contre-pouvoirs et les forces sociales pour aller de l'avant et pour aller vers l'alternance, nous n'en avons pas, ou nous n'en avons pas de suffisamment solide en Afrique. Et c'est ça le problème. On pourrait discuter de cela pendant très longtemps. J'ai juste envie, parce que je trouve déjà que vos 3 minutes sont déjà passées, je voulais juste attirer l'attention de tous nos révolutionnaires qui ont mené leur pays vers la révolution, etc., qu'ils se méfient des compagnons de la révolution. Nous avons à supposer que le coup de force soit lié au vice-président qui a été limogé. C'était un compagnon de la révolution de Robert Mugabe. Il est à peine moins âgé que Robert Mugabe, et c'était la force de Robert Mugabe. Il a été patron très vite, son bras droit, patron des services de renseignement. Il me fait penser un peu au Burkina Faso d'une certaine époque. On fait la révolution ensemble, et puis si on est dans cette hypothèse-là, naturellement. Mais bon,
attendons de voir. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de finir par cela, que Robert Mugabe s'en aille ou qu'il ne s'en aille pas, demain ce sera un autre pouvoir qui sera dans ce pays. Monsieur Sylla, est-ce que le régime du président Robert Mugabe est en train, en quelque sorte, de payer les excès de son épouse Grace Mugabe et les excès? Déjà, ça, c'est une anomalie. Ça révèle l'absence d'institutionnalisation assez solide du pouvoir en Zimbabwe, mais au-delà en Afrique. Quand la première dame, finalement, se présente comme une alternative possible par rapport à son mari, ça pose des problèmes, fondamentalement. Ça dénote encore, comme je viens de le dire, la faible institutionnalisation du pouvoir en Afrique. Quand il y a une personnalisation aussi importante du pouvoir, dans ces cas de figure-là en Afrique comme au Zimbabwe et dans bien d'autres pays, cela pose des problèmes. Et le propre de tout pouvoir devrait être une forme d'institutionnalisation qui assure une transmission. Moi, je suis un peu plus mesuré, oui, parce que Madame Zuma, qui a été la patronne de la Commission africaine, et qui est revenue au pays et qui prétend pouvoir assurer la succession de M. Zuma. Bon, ils ne sont plus mariés, donc, mais je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Vous avez raison sur l'absence d'institutionnalisation, mais je pense que ce n'est pas parce qu'on est femme d'eux qu'on n'a pas son mot à dire. Son mot à dire, et puis surtout à avoir une ambition politique. Mais le problème, elle a son mot à dire fondamentalement. Mais quand la femme succède à son mari, au moment où de plus en plus le nouvel esprit démocratique, parce qu'on s'est rendu compte en Afrique, ça encourage la corruption, ça encourage l'absence d'alternatives et peut-être même d'alternance dans ces pays-là, finalement, qui restent totalement bloqués. Succéder à son frère, laisser le pouvoir à son fils, laisser succéder à son mari, risque de poser un problème fondamental de démocratie. Aujourd'hui, le nouvel esprit démocratique, on ne doit pas être dans le feu de l'action parce que tout le monde est dans le nouvel esprit démocratique. Mais pour consolider les démocraties, notamment en Afrique, il faudrait s'entourer de ces garanties-là. Éviter que la femme succède à son mari de président, éviter que le fils succède à son père de président. Dans les principes, je suis d'accord avec vous. Dans les principes, je suis d'accord avec vous. Encore que je partagerais totalement vos vues si Mugabe avait déclaré que son successeur serait son épouse. Jusqu'à maintenant, il ne l'avait pas fait. Moi, ce que je vois, vous dites, vous cherchez les responsabilités chez la femme. Non, absolument pas. Voilà, pour l'heure, c'est le président Robert Mugabe qui assume la présidence. C'est que cette crise-là, ces crises il y a, c'est aussi un revers de la politique de Robert Mugabe lui-même. J'ai dit tout à l'heure qu'une des choses qui me frappe vraiment, c'est le lâchage de Robert Mugabe, à la fois par ses pairs africains et à l'international. Si c'est un coup d'État, c'est le seul coup d'État où la plupart des chefs d'État du monde sont tout à fait joyeux. Les journalistes sont assez contents de savoir que Mugabe va partir parce que Mugabe gêne. Mugabe a gêné beaucoup, y compris dans son pays. Et il a gêné y compris des opérateurs économiques qui sont autrement puissants, et notamment sur la question minière. Nous n'avons pas le temps de développer ici. Son vice-président, lui, était l'homme des salons, UP, avec les investisseurs, etc. Donc Mugabe, si crise il y a, et les conditions dans lesquelles ils sont en train de se dérouler, c'est un peu une sorte de conséquences de ce qu'a été Mugabe, de la politique qu'il a menée, y compris de la crise, profonde crise économique que traverse le Zimbabwe. Irrationnel, de la crise que traverse le pays, mais aussi en partie des revendications de souveraineté, des revendications assez radicales de souveraineté du Zimbabwe sur ses ressources naturelles notamment. Ça peut être aussi tout cela dès lors qu'il y a des ressources minières dans un pays et que vous prenez ce genre de décision. On pourrait multiplier les exemples, mais on resterait ici jusqu'à minuit et puis l'Africa Newsroom ne finirait pas. Mais un chef d'État qui prend ce genre de décision, généralement, il ne dure pas autant que Robert Mugabe au pouvoir. Alors, on continue de décrypter l'actualité africaine dans le grand angle.
La transparence des industries extractives l'avait suspendu fin octobre pour progrès insuffisant et en réaction, le Niger a décidé de se retirer purement et simplement de l'organisation. Une réaction qui surprend autant qu'elle inquiète. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage de notre correspondant au Niger, Mokhtar Bari. Le Niger s'est retiré de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, après sa suspension pour 1 an et demi. L'ITIE reproche au pays le manque de transparence sur certaines données et les arrestations de plusieurs représentants de la société civile qui s'intéressaient à ces dossiers. Selon les autorités, ce retrait est justifié par le fait que le conseil d'administration de l'ITIE s'est mêlé d'une affaire judiciaire au Niger. Allusion faite à l'Uranium Gate, cette affaire a rebondissement lié à une douteuse vente présumée d'uranium. Nous ne savons pas en ce moment l'ITIE qu'est-ce qu'elle fait de la politique ou bien elle s'occupe de trucs parce qu'elle a fait un lien entre l'arrestation de certains acteurs de la société civile et l'affaire Uranium Gate. Le Niger ayant trouvé que cette décision est injuste, a par lettre du 25 octobre 2017 commence à se désaffilier de l'ITIE. Créée en 2002, la norme ITIE est la norme internationale pour la transparence et la responsabilité entourant les ressources pétrolières, gazières et minérales d'un pays. Le Niger y a adhéré en 2005. Mais avec ce retrait, le Niger risque de refroidir les appétits des investisseurs intéressés par d'autres ressources sur lesquelles le pays mise pour financer son développement, selon les observateurs. C'est comme si un élève qui doit redoubler et qui dit non, je ne redouble pas, j'abandonne l'école. Mais qui va faire perdre? On a été seulement suspendu, on doit faire un travail dans 2 ans pour voir les points. Il y a 23 points sur lesquels nous sommes incriminés. En tant qu'État, le Niger est incriminé. Donc il faut faire un travail pour apporter des réponses. 4e producteur mondial d'uranium, le Niger extrait de l'or et le pétrole, dont la production fait 20 000 barils par jour. Ce retrait du Niger intervient à un moment où le pays a fait part de sa volonté de réexaminer en 2018 son projet de construction de pipeline pour quadrupler sa production de pétrole. Ibrahima Silla, finalement, avec ce retrait, est-ce qu'on peut dire que le Niger est en quelque sorte en train de renoncer à l'image quand même plutôt bonne qu'il bénéficiait à l'international, avec cette adhésion à l'ITIE? J'ai bien aimé, et même ça m'a fait rire, le commentaire de votre interviewé qui dit que c'est un élève qui finalement, au lieu de redoubler, préfère quitter l'école. Vu sous cet angle, on peut se dire effectivement, ce n'est pas la bonne attitude. On se risque de se mettre au banc des accusés, si on peut parler en ces termes. Il y a un souci de transparence, au-delà de l'aspect ponctuel. Il y a un souci de transparence par rapport aux ressources en Afrique de manière générale, du Niger en particulier. Il revient, il faut le rappeler, à tout État, au nom de la souveraineté, effectivement, de quitter, de ne plus suivre, d'abandonner. On ne peut rien, parce que ça relève de la souveraineté du Niger. Mais au-delà, se pose fondamentalement, par rapport à ces questions-là, la problématique de la transparence. Et au-delà de la problématique de la transparence, c'est juste pas faire de la transparence juste pour faire de la transparence, parce que les questions minières, les ressources énergétiques minières, etc., posent fondamentalement beaucoup de problèmes de transparence en Afrique. Et souvent, les gens sont allés même jusqu'à parler de la malédiction de ces ressources-là, pendant même la colonisation du temps de l'impérialisme occidental, tout cela, jusqu'à aujourd'hui, même avec l'accession à l'indépendance, on est encore confronté à ces problèmes-là. L'absence de transparence risque de mener même à des soulèvements populaires, à des émeutes, parce que les populations concernées qui habitent dans ces zones-là, à un moment, en l'absence de transparence, ils ne sont pas au courant de tout ce qui se passe autour de ces ressources-là. Quelquefois, ce sont les dernières, ces populations-là, à profiter des dividendes qu'on peut extraire de tout cela. Et tout cela pose problème. Et je pense qu'il y a ce souci de transparence, ce désir de transparence qui s'y est. Et quelque part, effectivement, si tous les États pouvaient effectivement respecter ces normes, mais comme on le dit encore une fois, le Niger est en train de justifier sa posture parce qu'effectivement il y a une émission, il y a des qu'il a jugé. Alors justement, quelle lecture, je me tourne vers vous Jean-François, quelle lecture faites-vous de la ligne de défense finalement avancée par le ministre des Mines nigérien?
Alors, le ministre des Mines nigérien justifie la décision de retrait par le fait que l'organisation, qui est une forme d'ONG, c'est la norme ITIE, mais il y a une organisation derrière, se serait mêlée d'une affaire judiciaire qui devait être jugée souverainement par le Niger, par des juges nigériens. Il y a ce qu'on a appelé l'Uranium Gate, une affaire de vente frauduleuse, en tout cas prétendue. Révélée à la mi-février. Voilà, révélée à la mi-février, qui, semble-t-il, engage un certain nombre de sociétés, de grands groupes, y compris de grands groupes français, que donc je ne citerai pas ici, mais c'est comme cela qu'il l'explique. C'est insuffisant. Bon, c'est insuffisant. D'abord, ça sent la justification un peu téléphonée, d'une certaine manière, un peu tirée par les cheveux. Mais je pense que c'est pas là le vrai enjeu, de mon point de vue. Il y a un enjeu qui est un contre-enjeu, de mon point de vue. Dans le reportage, on explique que le Niger est en train de ternir son image à l'international et pourrait ne pas avoir d'investisseurs, ne pas avoir d'investissement dans son domaine minier. Mais on oublie que dans le monde où nous sommes en train de vivre, il y a plus d'investisseurs non attachés aux règles de transparence, fraudeurs, plus d'investisseurs fraudeurs que d'investisseurs vertueux. Le nombre d'États, de groupes privés qui sont prêts à venir exploiter les mines africaines dans des conditions opaques parce qu'on verse des dessous de table et qu'on augmente les bénéfices. Les paradis papers. Voilà, donc en réalité, et d'une certaine manière, pourquoi ça ne serait pas une hypothèse plausible que le retrait, parce que ce qui est expliqué tout à l'heure, l'élève qui quitte l'école parce qu'on lui a demandé de redoubler, mais peut-être qu'il quitte l'école parce qu'on lui a promis qu'il allait par des trafics, se faire une vie, avoir roulé carrosse, etc. Peut-être que c'est ça, une des explications. Alors, je voudrais finir en disant l'initiative et la norme est quelque chose de vertueux. Il faut assurer la transparence dans la gestion des ressources extractives et notamment des mines. Mais ce système-là, de mon point de vue, pose un problème à l'Afrique. C'est que la norme a été décidée où? C'est une norme qui est décidée essentiellement en Occident. D'ailleurs, les porte-paroles qui sont en train de parler du Niger sont essentiellement des Occidentaux. Je crois que l'Afrique aura avancé lorsque les valeurs de transparence, de gestion rigoureuse, etc., seront portées par les populations africaines elles-mêmes et que le Niger, le gouvernement nigérien aurait réfléchi à 2 fois avant de se retirer du groupe si c'était des Nigériens suffisamment puissants qui avaient milité pour cette transparence, pour le bénéfice du peuple nigérien et des investissements dans la santé, dans l'éducation, etc. des Nigériens. Et nous avons besoin en Afrique de construire ce genre de système. De s'impliquer davantage. Non seulement de s'impliquer davantage, mais d'avoir l'initiative. C'est nous qui revendiquons que nos gouvernants puissent gérer nos ressources qui sont le patrimoine commun de toute la population, les gérer selon un certain nombre de principes et nous allons y regarder et nous sommes prêts à appliquer la sanction démocratique naturellement. Merci beaucoup. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.